Excellences, invités distingués, chers panélistes, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce panel de haut niveau sur un thème fondamental pour l'avenir du continent africain. Nous sommes réunis ici à Rabat dans un contexte où les défis liés à la sécurité alimentaire, au changement climatique, à la pression démographique et à la raréfaction des ressources naturelles exigent des réponses audacieuses, innovantes, intégrées et structurelles. L'eau et l'agro-industrie sont au cœur de cette équation. L'accès durable à l'eau n'est pas seulement une urgence écologique, c'est un levier pour la productivité agricole, la résilience des territoires, la création d'emplois et la stabilité socio-économique. Parallèlement, l'agro-industrie représente un catalyseur de transformation locale des ressources, de réduction des importations, de montée en valeur ajoutée et d'intégration dans des chaînes régionales et mondiales. Mais pour libérer ce potentiel, il faut investir différemment, mobiliser les financements innovants, renforcer les partenariats publics-privés, moderniser les chaînes de valeur, intégrer les petites exploitations agricoles et penser à long terme. Nous avons la chance de tenir cette conférence dans une phase cruciale où le Maroc, ainsi que d'autres pays africains, jouent un rôle central et entament des chantiers structurants et une politique hydraulique ambitieuse. C'est autour de ces enjeux et dans ce contexte-là dynamique que nous allons dialoguer aujourd'hui avec des dirigeants et des leaders visionnaires, responsables publics, investisseurs, entrepreneurs, leaders en agritech, experts et acteurs de terrain, qui partageront leurs visions, leurs priorités et surtout leurs solutions concrètes. Merci à tous pour votre présence et pour votre engagement pour l'Afrique. Entrons dans le vif du débat. Permettez-moi d'adresser une première question à son Excellence, Monsieur Moussa Mara, qui, je rappelle, a été le plus jeune Premier ministre de l'histoire du Mali. Il a également été ministre chargé de la politique de la ville et de l'urbanisme. Vous avez été maire de Bamako et député, et vous êtes fort de 28 ans d'expérience en comptabilité et en audit au niveau africain, pas seulement malien. Vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages sur les questions de politique, de gouvernance, de sécurité et de développement. Votre Excellence, nous avons abordé en introduction la dynamique décisive et les chantiers en cours au Maroc. Pouvez-vous partager avec nous l'expérience malienne sur la question de l'eau et de la sécurité alimentaire, les réalisations certes, mais aussi les difficultés? Bien, merci madame et merci à Amadeus et aux organisateurs de cette importante rencontre qui aborde dans la question de l'eau et du système de management de l'eau une question qui est stratégique pour nos pays. Je vais peut-être commencer par féliciter l'expérience marocaine sous différents titres à la matière, puisque nous savons que votre pays est pionnière en matière de gestion de l'eau et notamment cette idée d'autoroute de l'eau qui permet un peu d'équilibrer entre les régions déficitaires et les régions excédentaires la question de l'eau. Et pour illustrer cela, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais notre pays a par exemple 3 fois plus d'eau douce que le Maroc. Le Mali a 3 fois plus d'eau douce que le Maroc. Et pourtant, ce sont les mandarines marocaines que nous consommons à Bamako. Donc ça veut dire quelque part que malgré ce potentiel et cette richesse, nous n'arrivons pas dans nos contrées à avoir une gestion, je dirais, optimale de cette ressource qui est pourtant stratégique. La ressource en eau est beaucoup plus importante que d'autres ressources. Et notre pays est traversé de part en part par les 2 plus grands fleuves d'Afrique de l'Ouest. Nous avons le fleuve Sénégal sur 700 km, sur l'ouest de notre pays, et nous avons surtout le fleuve Niger sur 1400 km, qui traverse vraiment le pays du sud au nord. Et sur le fleuve Niger, nous avons réalisé un ouvrage hydraulique qui est le barrage de Markala, qui a été réalisé entre 1933 et 1947 pendant la colonisation
et qui a servi en fait de point de départ à ce qu'on appelle l'opération Office du Niger. L'objectif étant de faire en sorte que notre pays puisse réaliser environ 1 million d'hectares en maîtrise totale de l'eau, irrigation en maîtrise totale de l'eau. Malheureusement, de 1947 à aujourd'hui, donc presque 80 ans, nous sommes à peine au quart de l'objectif qui était affiché, c'est-à-dire 250 000 hectares. Moitié réalisé pendant la colonisation et moitié réalisé pendant les 60 ans de l'indépendance. Et ce qu'on constate, c'est que malgré cet ouvrage, malgré ce potentiel, nous avons quand même de la peine à avoir une production agricole suffisante pour nourrir la population et une production agricole suffisante donc pour assurer la souveraineté alimentaire. Les causes de cette situation, peut-être c'est ce qui est le plus important. Nous avons évidemment ces dernières années la question de l'insécurité. Nous avons aussi les questions politiques, de stabilité politique et quelque part aussi de choix stratégiques par nos autorités qui les amènent ces dernières années à se détourner d'un certain nombre de potentiels investisseurs, ce qui nous prive de la possibilité de pouvoir réaliser le plein potentiel de ce projet. Nous avons la question du financement qui est une question clé parce qu'un hectare en maîtrise totale de l'eau, c'est autour de 5 000 €. Et donc si on veut faire 1 million d'hectares, je vous laisse imaginer combien cela pourrait coûter. Mais à l'échelle internationale, ça reste quand même quelque chose qui peut être envisagé. Il y a la question lancinante de la gouvernance de l'eau et de la gouvernance du secteur par les autorités publiques. Et il y a l'implication, je pense, du secteur privé sur cette question-là. Je pense que nous devons travailler un peu plus sur toutes ces questions et envisager une plus grande implication du secteur privé notamment. On parle de partenariat public-privé. Il y avait eu dans le passé le partenariat public-public, cette fois-ci autour de ce projet, avec la Libye. Malheureusement, la chute de Kadhafi a stoppé ce projet parce que c'était déjà 100 000 hectares. C'était le plus grand projet sur la zone depuis l'indépendance du pays, mais la chute du guide libyen a stoppé ce projet. Ça veut dire que c'est possible de lancer des initiatives de ce type pour arriver à réaliser le plein potentiel. Mais ce qui est quand même sûr, et je terminerai par ça, sans maîtrise totale de l'eau et en étant toujours dépendant de la pluie sur les questions d'agriculture, nous aurons toujours des difficultés à réaliser la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, qui constituent quand même les fondements de tout développement économique, industrialisation et autres. Ce potentiel existe et je suis sûr que l'exemple marocain peut aussi inspirer dans notre zone afin qu'on puisse réaliser des projets de ce type. Voilà, merci bien. Je vous remercie, Votre Excellence, pour le partage de ces réalités-là, des réalisations, des projets en cours, des obstacles et aussi des perspectives optimistes peut-être de coopération afro-africaine, panafricaine et à partir du Maroc. Maintenant, je voudrais me diriger vers Madame Rita Mariez-Nieber, présidente, directrice générale de Diana Holding, qui, je le rappelle, est un des leaders et pionniers du secteur agro-industriel du Royaume et qui est aussi philanthrope, reconnue pour votre engagement en faveur de la responsabilité sociale des entreprises et du développement durable. Vous avez reçu, Madame Znieber, de nombreuses distinctions internationales, notamment celle d'être reconnue comme l'une des femmes les plus influentes du monde arabe et d'Afrique. Vous êtes également fondatrice de la fondation Rita Znieber, dédiée aux enfants sans famille au Maroc, et vous dirigez l'association La Main Tenue Iqbal, qui vient en aide aux populations des zones préurbaines et rurales. En 2017, vous avez été nommé chevalier de la Légion d'honneur pour la République française. Vous méritez bien sûr tous les honneurs pour votre engagement autant dans le secteur privé, dans ce secteur-là, que dans le secteur social. Et ma première question pour vous, c'est que naturellement, on voudrait savoir et on voudrait pouvoir avoir l'honneur que vous partagiez avec nous l'expérience de votre groupe. D'abord, en tant qu'acteur incontournable dans cette transformation de l'écosystème agroalimentaire marocain.
notamment dans cette nouvelle dynamique que connaît le Maroc? Alors, la question est très vaste. Je vous remercie. Je remercie les organisateurs et vous-même, Madame, pour ce panel que vous allez animer en passant de l'un à l'autre, en essayant de tirer la quintessence de ce que nous pouvons donner. Vous avez abordé un sujet qui me tient à cœur, c'est celui du social, mais le social est le fondement aussi de la dynamique groupe chez nous, puisque le fondateur, feu mon époux, a toujours eu à cœur de créer de la richesse, bien évidemment en créant de l'emploi. Et c'est dans cet esprit-là que le groupe se maintient et continue d'investir et de résister dans le domaine agricole, parce que, comme vous le savez, on a quand même été frappé de plein fouet par la sécheresse, une sécheresse de 7 ans, avec pas mal de retard sur les unités de dessalement qui auraient dû voir le jour parce qu'elles étaient prévues et qu'elles ont été entravées. Donc aujourd'hui, la dynamique que nous devons, autour de laquelle nous nous inscrivons et dans laquelle nous nous inscrivons, c'est vraiment de respecter l'environnement, le social et la gouvernance au service de ces deux principes. Voilà, donc bien évidemment, l'eau, comme vous l'avez si bien dit, puisque tout tourne autour de ça, doit nous aider à créer des liens entre nous sans exclusion. C'est-à-dire, on ne peut pas prétendre gérer les ressources humaines on ne peut le faire qu'en étant inclusif. Et on ne peut le faire aussi que grâce à de véritables plateformes de connexion. Je crois qu'on les appelle Nexus, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, les commissions interministérielles et qui font intervenir les communes jusqu'aux petits agriculteurs sont très importantes pour décider de l'avenir de l'eau, parce que c'est ainsi qu'on pourra assurer notre sécurité alimentaire et devenir un modèle réellement efficient à développer ailleurs. Voilà, merci. Madame Znebel, je vous remercie d'avoir partagé les valeurs de votre groupe et qui sont au cœur d'un renouvellement du modèle de conception même du développement, parce que le social est souvent perçu comme parallèle à l'économique ou dans le domaine caritatif, alors qu'il peut être le point de départ avec une inclusion, une participation des communautés et la finalité, parce qu'à la fin, c'est eux qu'il faut servir et l'impact doit être partagé entre tous les segments de population. Donc, je trouve que c'est très intéressant pour nous de commencer cette discussion avec ce paradigme-là qui change un peu les références sociales et économiques. Donc, je donnerai la parole à notre invité, Monsieur Deji Abedou Soy. You are here? Yes. I will speak in English, so you won't need the headphones. So you are a partner at Sahel from the Federal Republic of Nigeria. You are a leading private investment firm focused on the food and agriculture sector in sub-Saharan Africa. You lead the Social Enterprise Fund for Agriculture in Africa, which provides capital to SMEs across 13 African countries, promoting sustainable growth in the agricultural value chain. You are also a strong advocate for African entrepreneurship. You are the author of Scaling for Success, Empowering African SMEs, and you are actively involved in mentorship, which I think is very important for our youth and the new generation. So my first question for you is, can you please share with us how Sahel Capital provides financing to agri-businesses across Africa? How do water constraints factor into your investment decisions? And how do you support clients in building resilience to water stress? Thank you very much, and thanks to the organizers for having us, having me as a part of this panel. So I think the topic of water and resilience, comes across multiple facets.
Many times when people think about the issues around water, the first thing they think about is issues around drought. So, for example, if I look at the incredible work that Morocco has done, it's been built around the fact that there is lack of water. But as we invest across sub-Saharan Africa, we've seen that there are three major areas where the topic of water resilience always comes up. One is the typical one of lack of water, which is what you face in Morocco. There's drought, in many parts of sub-Saharan Africa. But the other two, the second is too much water. I'm sure that will sound like, okay, is there really a problem where there's too much water? But we have instances and situations where we've invested in a company in Nigeria, for example, and every single year there's a massive flood that comes when the dams are open and everything is wiped out. And, farmers as well, are also impacted because of that when all their farmlands are washed away. Then the third area is the area of pathogens in water, which also affects plants or livestock. So, for example, you're thinking about aquaculture and you're thinking about pathogens. So, some of the ways in which we have played in terms of supporting the companies and how I think there's more need to do is first in the area of providing irrigation. Because most of the companies we work with, they are usually small, they work with smallholder farmers. These are not farmers that are looking for massive irrigation infrastructure. So there is the play where you're looking to how can we provide finance small solar powered equipment for these farmers to be able to use so that they can produce crop all year round. On the second phase, which is the issue around too much water, it's a very difficult one to solve if there's no public-private partnership in resolving. So, for example, the example I used of the rice farm we invested in Nigeria, what we've done is that we have built a dike. A dike is like a raised land, 25 meters above sea level. We built about 8 kilometers of dike around the farm. Now, this is money you would have preferred to drive into the operations of the business, not investing in infrastructure to prevent water from coming into the farm. But these are certain investments you need to do. But on the flip side, we also turned around that situation by diverting that water that is collected from the flood to be used to irrigate the farmland. So it was converted to irrigation. And then, of course, the third situation, which is the issues of pathogen, is just that you have to do a lot of technical due diligence to understand the problems that are prevalent. So if you want to invest in aquaculture or fish, for example, you need to be sure that the location of the pond, it's the right place, and, the fish are not going to die over the next couple of years. I think, summarily, as Sahel Capital, what we've decided to focus on is to make sure that before we make capital available into the sector, we do a lot of due diligence to ensure that the companies are well prepared, either against drought, against too much water, or against pathogens. But I think the direction we need to move is to make sure that that does not become a precedent for us to make a decision. It should be something that we can even invest in. For example, can we put money into building, preventing flooding happening? Can we put money into helping to build some of these infrastructures? But unfortunately, because of the mismatch of financing, we will rather make sure those companies have those things before we make capital available. So there's a lot more to do, but I will say again that the place of public-private partnership is extremely critical because some of these issues cannot be addressed independently. Thank you very much for this very practical and concrete contribution. We will get back. I think some of the panelists have been seen would like maybe to react also and to interact with what you have said, which is also the goal of this discussion today. So I would like to now ask Professor Ghassan Awad, who is the Chancellor and Acting Provost of the Abu Dhabi University. You are a prominent scholar and leader in the academia. You served in many prominent positions in several universities in the Gulf, but also in the UK, including President of Applied Science University in Bahrain, President of the University of Wollongong in Dubai. And this university is particularly well known by Moroccans because we have many Moroccans who go study there for their masters, especially from Al Akhwan University. I think you know about that. You have been also Vice President for Academic Affairs at Gulf University for Science and Technology in Kuwait. You served as President and Vice President of the Chartered Institute of Building, but I've been really amazed by your power as a catalyzer in the scientific production and research. Especially, you have been able to generate more than 10 million
pounds in research funding, and you have been publishing more than 92 papers in top-rated referred journals. And we know how much science is needed at this stage and how the private sector and public sector really need to base their policies and their projects on data and on best practices. So we are very happy you are here with us today. And my first question, which I purposely make vague in order to give you the space to really focus on your expertise or the insights that you value the most in this discussion. Why is investment in water and agro-industry now more than ever strategic imperative for Africa's growth and sovereignty and not just a development priority? Assalamu alaikum. Thank you, Lamia. Of course, the investment is vital considering how much the sector contributes. Agriculture contributes $13 trillion a year as part of economic contribution. I want to look at the investment from three angles, please. First, the behavioral approach to investment. Some nations consume 600 liters of water per day. Average European consumption is 250 liters per day per capita. Some nations consume 10 liters per day per capita. So I think there should be a balance in terms of water consumption before we start looking at agriculture. We cannot afford to go forever consuming waters for no reason with some nations while others suffer. That's number one. So it's a behavioral issue. Second, of course, technological. We can rely on technology now, whether in terms of irrigation systems, use of AI, Internet of Things, to maybe set up the right agricultural management system or irrigation management system. So there is some investment in that area. And of course, there's the environmental issue, and this is the problem. Nobody can control it ever. Climate change is there. Last year, we had torrential rain in Dubai, Abu Dhabi. This year, we did not have a single drip of water. Last year, Lebanon had plenty of water and snow. This year, hardly has any. Morocco, some years back, you had more water than now. So you cannot control the environment anymore. It was used technology and so on. So the investment has to be in the right place in these three areas. When you look at the problems globally, there are still 2.2 billion people who don't have access to clean water. Before they can go and really develop irrigation systems, you need to help them sort out their fresh water every day. 800 million don't have water, don't have access to proper sanitation. They don't have any sanitation at all, in fact. So we have to look at the problem from that angle. The investment by universities, if you look at the number of agricultural courses and water engineering courses in universities, very little, not many. So you're not producing a generation of leaders who can understand the issues and solve them. If I look at the audience here today, in the morning we had 600 people. In this session, we have very few. I don't know whether at the end of the day or lack of interest in the subject area. It could be both, but I think unless we put the case for it properly, we will be talking about this issue next year, in 10 years' time, and 100 years' time. Thank you very much for your remarks and insights, always with the sense of humor that we appreciate with you, Professor Awad. Now, I would like to switch back to French. Donc, ma question, ça sera à vous, Monsieur Amin Zarouk. Donc, vous êtes fondateur et CEO de Green Apple Lab et de Arwa Solutions. Entrepreneur marocain, passionné par l'innovation et la technologie et engagé dans le développement économique du Maroc. Vous avez lancé plusieurs initiatives qui promeuvent la synergie et l'innovation au service de l'agriculture notamment. Je cite Green Open Lab, fondé en 2021, qui se concentre sur la modernisation de l'agriculture grâce aux technologies numériques
et qui a été initiateur de la première ferme technologique au Maroc, Firmatech, et puis aussi Arwa Solutions, fondée en 2022, une start-up spécialisée dans l'irrigation intelligente. Donc Arwa développe des solutions IoT innovantes pour optimiser l'utilisation de l'eau dans l'agriculture. Donc naturellement, ma première question pour vous se focalise sur le rôle de la technologie. Donc sur la base de vos initiatives, de vos projets concrets et du cas du Maroc, quelle place pour l'innovation technologique, que ce soit irrigation intelligente, semences résilientes, digitalisation, dans la transformation des systèmes agricoles africains pour renforcer la résilience et l'impact? Merci Lamia, et merci aux organisateurs de m'avoir donné l'occasion justement de parler encore de ce sujet qui ne peut jamais en dire assez. Effectivement, moi je viens du monde de la technologie, je ne suis pas agronome, même si mes grands-parents étaient agriculteurs, mais je n'ai jamais été dans le domaine de l'agriculture, et j'avoue que quand j'avais cette carrière dans le domaine de la technologie, dans l'automobile, dans l'aéronautique, j'ai atterri dans ce domaine, parce que je vais dire la vérité, avant que je sois passionné par ce domaine, j'étais frustré. J'étais frustré quand j'ai rencontré quelques agriculteurs et j'ai vu à quel point ils souffraient en silence. On mettait tout sur les épaules des agriculteurs. Ces agriculteurs qui devaient nous nourrir, devaient gérer les aléas climatiques et le changement climatique d'un côté, devaient gérer la pénurie justement de ces ressources naturelles, produire plus et gagner leur vie, gagner correctement leur vie, parce que l'agriculture, il faut le dire, attire de moins en moins nos jeunes, et donc c'est un véritable sujet. Donc quand j'ai vu ces défis, étant donné que je suis un technophile et je vois toujours des solutions en technologie, je voyais des solutions partout. Je voyais autour de moi le développement de l'IoT, de l'intelligence artificielle et beaucoup de choses. J'avais aussi une casquette en tant que président de la fédération du digital, de l'APBI, entre 2020 et 2023. J'ai travaillé avec le département du numérique sur les domaines qui pouvaient dans la technologie pouvait jouer un rôle important, un effet de levier. Et dans le premier du classement, c'était l'agriculture. Et donc c'est un mélange de tout ça qui m'a finalement poussé à travailler sur des solutions innovantes à base d'IoT et d'intelligence artificielle. Et c'est là où on a créé Arwa, qui est une start-up qui permet à un agriculteur qui n'a pas les moyens des grands agriculteurs de travailler et de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et l'IoT. Et à un moment donné, on a compris qu'il ne suffisait pas de permettre à l'agriculteur d'avoir accès à ces solutions simples, accessibles, pas chères. Il fallait travailler sur l'adoption. Donc c'est le mot qui me... je deviens obsédé par ce mot d'adoption, parce que c'est la raison d'être de l'écosystème Green Open Lab. Le rôle, c'est d'accélérer l'adoption des nouvelles technologies pour l'agriculteur. Nous avons créé l'écosystème Green Open Lab, ce qui est une ferme de démonstration. C'est un démonstrateur agritech qui aide l'agriculteur à faire un pas vers la technologie, mais qui aide aussi les fournisseurs de technologie, et je parle bien de fournisseurs locaux de technologie, de comprendre les problématiques réelles des agriculteurs. Et chacun fait un pas vers l'autre. Et l'écosystème Green Open Lab, qui est d'ailleurs dans la province de Sefrou, est un véritable showcase de cette stratégie, cette volonté, et je dirais même cette obsession d'adoption, l'accélération d'adoption. Et donc, on a eu plusieurs initiatives. Je peux citer le Green Open Challenge, qui a été financé par l'INDH et qui permet à des agriculteurs en fait, on va aller voir les problématiques réelles des agriculteurs de tous les jours et en faire une banque de défis. Cette banque de défis va nous servir de matière pour aller vers les jeunes qui ont la capacité d'innover, pour pouvoir innover et sortir des business
pour résoudre ces problèmes chez ces agriculteurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va transformer les défis des agriculteurs au quotidien en opportunités entrepreneuriales pour les jeunes qui ont la capacité d'innover. Donc, ce projet, il est en cours. On a eu une première édition qui a permis d'avoir trois innovations qui sont aujourd'hui disponibles, et on a élargi le périmètre pour aller un peu plus vers la durabilité, etc. Et aujourd'hui, on a 27 projets, 27 défis. Et d'ailleurs, l'appel à projet va sortir dans quelques temps. Nous organisons aussi l'Agritech Expo, parce qu'à un moment donné, il y a la démonstration, il y a la proximité, il y a l'open innovation, mais il faut aussi showcaser et parler et réunir les deux mondes, parce que notre défi, effectivement, c'est d'être ce trait d'union entre ces deux mondes qui ne se rencontrent pas souvent, le monde de l'agriculture et le monde de la technologie. Je vous remercie, et votre obsession a été, vous avez été précurseur en quelque sorte, et je suis heureuse que vous ayez établi tout cela avant cette dynamique. Donc là, c'est vraiment l'opportunité de scale up, d'aller à de plus grande échelle, diffuser et donner l'exemple pour que la technologie soit totalement intégrée, ancrée dans toutes les innovations qu'on mettra en place pour ces deux problématiques. Donc merci et bravo encore une fois. I will switch again to English. So, Mr. Tumenta Kennedy, you are the founder and CEO of the African Business Information Bank. You are known for your leadership and initiatives both in Cameroon and in Germany. You hold the position of executive representative of the African Scientific Institute in Germany. You are also the senior advisor on global ethics and research at the Global Cooperation Council. Mr. Kennedy, you are a European facilitator of the African Union, African Diaspora 6th Region, High Council, and President of the Advisory Board of the Citizens Service Corps. You are also, I think, a pride, talking about African diaspora in Europe. You have been ranked in 2016 as the most influential contemporary African diaspora member in the world, together with Barack Obama. And you are ranked also, you have been ranked also 7 times as the most influential African in Germany, to show your influence and work there. So my question to you is, how can African financial institutions like yours mobilize capital at scale to close the $40 billion plus annual financing gap for water and agro-industrial infrastructure, while ensuring inclusivity for smallholder farms? Many challenges in one question, but I think you have been banking all the information to be able to respond. Thank you very much. Thank you very much. I think that from the contribution of the different panelists, it is very clear that there is a big problem. Thanks the representative from Mali stating some of the basic challenges that we have, either structural planning, risks, and then strategically. What I want to show, like Professor you rightly stated, if you look at the whole, that is one of the problems. We do not give attention to what matters: water, energy, as well as agriculture. We don't give. And if you don't give, you have to pay the price. And just to let you understand, we have approximately 3%, 0.3% of global pension funds being given to African agro infrastructure. So just 0.3% African agro infrastructure. So once you don't have the funds being given to agriculture, then it's gone. You find people like my brother here with the best technology. Once they don't have the money to bring the infrastructure, then we are wasting our time. The second statistic to show that that is the best place to put the money is that by bringing digital lending solutions, we saw 120% by IFC, 120% increase in benefit by small farmers, just giving them a little bit finance to them, and by using digital technology, you have 120% increase. So there is a disparity between perception. So what do I want to say?
we want something. We want something, and just to let you understand, food is the greatest invention that God gave. If you are sick and you want to take medications, the doctors say, il faut manger quelque chose. Eat before you take medications, right? If you are a child, you are doing feast, you eat. So eating is one of the fundamental things, and that takes me to where finances come to. So if we want to attract investment, we have to change the perception. We have to provide trustworthy, credible information about the opportunity on the ground. So at the African Business Information Bank, we have understood there is money out there. Nobody knows where to bring this money. To whom do they bring this money? Who is trustworthy? Who is credible? How do you give them this money? So money goes where it is transparent, is credible, and is quasi-lucrative. But it's not really lucrative because in Africa we have that market and that opportunity. So what do we do there? Because you asked for specific. Therefore, we have to look for water bonds. So we need to find, we have diaspora bonds, you have sovereign bonds. We need to create innovative mechanisms like water bonds. Water and agricultural bonds that you attract finances to actually put finances to the right people. The second thing is blended finance and blended concession finance. So you see, the Green Climate Funds is a very interesting instrument, and we have seen during the past year that the African development banks and the others are trying to bring up bonds for energy, but the Green Climate Finance is I call it in quote, a very sexy instrument because it is not supposed to be used to develop, but it's to push private sector to bring investment into the sector. So I think that if we give the right investment, the right information, credible, traceable, actionable information, where to take, then we were going to pull it. The second thing is the so-called African Continental Free Trade. You know, most African countries import billions of basic goods and services they can produce. Morocco has shown the best thing by transforming a desert, taking water from the sea, transforming them and producing. As the representative from Mali, Your Excellency, Minister, Mali has the best fertile land, flat land that we can transform. But they don't have the problem that Morocco has. They have water around it. Cameroon has water everywhere. Every region in Cameroon is named after a water. But they import billions of products abroad. Sometimes canned products, packet produce that arrive and they have a lot of consequences. So, Madam, with the African Continental Free Trade payment, Pan-African payment system, we have seen that approximately 50% of smallholders farmers cross borders. You know, those who do business in sub-Saharan Africa as women cross borders. They go and sell, they bring back, they come back, and they learn many things. So when you reduce a payment system, it helps. The last thing I want to say is the digital disruption. You saw Kenyan with the digital farm product was they were able to give approximately 5 million farmers in Kenya were able to receive strategic resources to be able to scale their products. So what I'm saying is the money is there. I was able to move to Cape Verde recently with the Edemli Group, with the CEO. He was there with millions to invest in a country. And when we met the Minister of Agriculture, he says, I'm here. Even if it's 100 million euros, I'm going to put in technology, innovative technology to transform water to irrigate. The minister said, please, we don't have rain. We have 4 years. We are in the middle of the sea, but rain doesn't leave the sea and come. Rain falls in the sea and rain doesn't fall on land. So that is where technology comes. That is where Moroccan with the idea comes in that they can finance. So what we are saying, investors can come to a country with the millions, but if they don't see trustworthy, credible, right people to put it on the table, they are not going to bring. So what we are doing is to first of all make sure we solve our assignment, we create the right framework, which the governments are doing, we find the verified, certified, credible information, and once we have forum like that, I'm happy the CEO of Edemli Group is around.
But they have money to finance, to bring technology, but they only go where they are trustworthy, credible. So to finance agriculture, Professor, we should be able to work together to find the right project, bankable project, and we go look for those investors with our technological partners to bring this money and finance inside. Money is not the problem. If you do your assignment just like Morocco did, investors are all coming to Morocco, so we have to help African countries, in sub-Saharan African country, to learn from this experience of Morocco, and in what we call Ubuntu-nomics. So Ubuntu is I am because you are. Moroccan, just like Turkey has helped Europe, Moroccan has to look down, work with his brothers and sisters down, give them what they have, the experience they have learned, and then we can attract those investments. Thank you very much. Thank you. No, actually what you are describing is really, should be an obsession, as Amin Zarouq said. It should be the obsession of every political leader, and it should be the one top priority, and making that commitment a collective African goal to solve this policy framework, these reforms that need to happen at the basic foundational level in every country to make sure that whatever private investment opportunities find ground to harvest and to grow. So should be, otherwise we would just be repeating the same story over and over again, or have some kind of fragmented results, but no real long-term impact. And we are also happy to have some investors with us, and you have quoted the admin group, and I put them in touch with the Prime Minister of Mali earlier on. So I think there is will, but we need leadership, and we need vision, and we need commitment, and we also need international organizations to help on that, with the technical expertise, with the support on this goal. And let's be optimistic, but I agree with you and Professor Awad, this should be mandatory. Like, this panel should be mandatorily seen in every political party and university. We'll do that with Brahim Fassiferi. We'll suggest that as a resolution from this panel. So my last question goes to Mr. Idriss Abid. Donc, on est honoré de vous avoir également avec nous. Vous êtes le directeur régional au niveau de Rabat Salé Kenitra du groupe Crédit Agricole du Maroc, qui est pionnier dans le financement agricole et qui a un modèle particulier, avec 22 ans d'expérience dans le secteur agricole, mais vous êtes aussi expert dans le domaine du management des banques, donc deux expertises importantes pour ce dialogue aujourd'hui. Ma question, bien sûr, se concentre sur le Maroc. Comment voyez-vous que notre pays s'adapte face aux défis de l'eau et de la sécurité alimentaire, et aussi, surtout, quel est le rôle du Crédit Agricole du Maroc en tant que groupe bancaire, avec un statut particulier dans cette dynamique? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour nous donner cette opportunité de participer à une conférence aussi intéressante qui traite un sujet très important, qui est l'eau et l'industrie agroalimentaire. Comme vous le savez tous, le Maroc fait face à un problème structurel de manque d'eau, et sous le guide éclairé de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc a pu mettre en place un programme complet, chiffré, ambitieux, afin de faire face à ces problématiques. Et ça à travers de plusieurs programmes. L'un d'eux, c'est un programme 2020-2027 en mobilisant quelques 13 milliards de dollars comme investissement pour optimiser la gestion d'eau. Aussi, il y a l'accélération des chantiers, des constructions des barrages. Malgré que notre pays dispose de 150 barrages déjà en service, nous continuons cette politique parce qu'elle a fait ses preuves que nous pouvons traverser des périodes assez difficiles comme celles que nous avons vécues récemment. Donc, c'est de voir ici encore en voie de développement. Aussi, l'accélération des chantiers de dessalement de l'eau de mer pour faire face aux besoins essentiellement pour l'agriculture, qui consomme à elle seule 70% de l'eau douce disponible. Donc, ces projets-là ont pu être accélérés et encore, on a revu à la hausse les objectifs avec le dessalement de l'eau de mer avec 1,4 milliard de mètres cubes comme ambition d'ici 2030.
Et aussi, dans l'agriculture, il y a un projet national qui est d'ici 2027, la reconversion de 850 000 hectares en irrigation de pointe. Tout ça, nous accompagnons au niveau de Crédit Agricole, vu que nous sommes une institution particulière, parce que nous avons double casquette, une banque universelle qui est présente sur l'ensemble des secteurs bancaires, et en parallèle, nous sommes un acteur historique de développement agricole et le monde rural au Maroc. Cette position nous permet de mieux appréhender ces enjeux, ces défis, ces challenges, et ainsi nous avons pu mettre en place des programmes, des financements d'ingénierie financière sur mesure, faire des programmes avec des institutions pour encourager une transition verte à travers des financements verts et le programme SIDAMA que nous avons pu développer avec l'Agence française de développement, notamment avec des incitations et des conditions très intéressantes. Aussi, nous avons des équipes sur le terrain qui veillent sur l'accompagnement, aussi bien nos gros clients, les gros agriculteurs que les petits, pour une meilleure inclusion financière, parce que c'est une porte essentielle pour accéder au monde de l'agriculture de demain, qui fait essentiellement de l'agriculture de pointe, de précision, qui nécessite un minimum de savoir-faire. Et nous, nos équipes, ont cette ambition d'encourager l'adoption de ces nouvelles technologies, parce que ce n'est plus un choix, c'est une nécessité pour faire face à l'avenir. Et à la fin aussi, nous partageons avec l'effort de l'État dans des programmes structurants pour accompagner l'investissement public-privé à travers notre expertise, notre recul et notre capacité financière pour financer des projets ambitieux. Merci beaucoup, Monsieur Habib, pour cette perspective aussi de la banque, mais qui a une mission, on dirait, d'ordre public avec cette dimension rurale et agricole. Donc, en fait, avant de donner la parole à l'audience, je voudrais savoir si des panélistes parmi vous voudraient réagir à ce qui a été dit, rebondir sur des questions qui ont été abordées par les intervenants, ou si vous voulez qu'on passe directement. Madame Znibar, allez-y. Moi, si vous permettez, je voudrais attirer l'attention sur la nécessité d'adapter les cultures que nous décidons de développer en fonction de ce en quoi nous serons les meilleurs. À savoir au Maroc, je crois qu'il est illusoire de penser pouvoir être autosuffisant en blé ou même en orge ou en céréales de façon générale. Donc, je pense qu'il faut aller vers des cultures à valeur ajoutée, plus importantes, pour dégager en retour un montant suffisant en devises et aller acheter nos céréales ailleurs. Bien sûr, en produire en quantité limitée, mais suffisante, en tout cas pour l'autoconsommation, en quelque sorte en tant qu'agriculture vivrière, pour les petits agriculteurs, et un peu au-delà. Mais je crois que l'utilisation de l'eau des barrages aujourd'hui, à cause de la sécheresse, est détournée de son utilisation primaire, parce que les barrages ont été faits pour aider les agriculteurs. Or, aujourd'hui, ces barrages servent à aider à l'alimentation en eau potable pour les villes, essentiellement. Les tours de barrages sont extrêmement limités. Tous les barrages aujourd'hui, même si nous avons eu des pluies en fin d'hiver cette année, et donc on peut considérer qu'on a un nombre de millimètres cette année plus important que les années précédentes, mais ce n'est quand même pas suffisant pour assurer le remplissage de ces barrages de façon à pouvoir à la fois subvenir aux besoins des populations urbaines et aux besoins des agriculteurs. Voilà, donc je pense que l'agriculture de pointe, l'utilisation des IoT, c'est très important avec l'intelligence artificielle, comme le disait monsieur, de façon à apporter des solutions d'expertise
aux plus petits agriculteurs et non pas seulement aux plus grands agriculteurs. Voilà, c'est juste un petit point. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette mise en garde et aussi cet appel aussi à une montée en valeur ajoutée. Je pense que c'est très très important qu'on ne soit pas simplement dans la célébration ou dans l'accompagnement des dynamiques, mais aussi à mettre en garde de certains déficits dans des choses qui sont en train d'être faites pour ne pas être dans une approche corrective plus tard, mais prévenir dès maintenant et accompagner de façon saine et structurée. Merci beaucoup, Madame Znebel. Professor Awad. Yeah, please. I mean, we listen to these discussions all the time, and this is reality on every single panel. We repeat the same issues. I'll tell you one thing. I think the problem is that of sense of urgency. I'll give you an example. When I was in Bahrain, I was president of Applied Science University, and COVID happened. Before COVID, I could not develop a single module online. The Higher Education Council in Bahrain will not allow me. When COVID happened, the sense of urgency was that if we don't go online, our children will not go to school, to university. So we have to go online. Unfortunately, with the issue of agriculture and water and the rest, I mean, if you look at the sense of urgency, 43% of the world lives on $5 or less a day. Almost 50% of the world population, and this is not a sense of urgency. 2.2 billion people don't have access to water. It's not a sense of urgency. When would you set up the sense of urgency to make the investment, to make the word fairer? I think Kennedy was absolutely right about there are all sorts of technology, things we can use. I don't think the will, the leadership is there, and this is reality. We can talk as much as we want. We don't have any action plans. We talk about 17 Sustainable Development Goals, 2030. We're going to achieve some of them and some we're not. We're not achieving them. This is reality. Absolutely. So this sense of emergency needs really to be, so what's the solution? To stop water in every home so that everyone feels, and start in the government's buildings, stop water, and then it will be an emergency? The solution, we're only using 1% of the available water on Earth. If we use 2%, we'll solve all the issues. Thank you. Alors, Monsieur Zalourk, vous vouliez ajouter quelque chose? Allez-y. Merci. Alors, je voulais juste revenir à un point qui est essentiel à mon sens, qui est celui de l'agriculteur. Parce que quand on parle de l'eau, l'agriculteur, il est certainement il est accusé d'être celui qui consomme le plus. Je pense qu'il y a un volet qu'on peut-être cite pas assez, c'est l'encadrement de l'agriculteur, parce qu'il ne suffit pas quand on parle de technologie, ça vient d'un constat, c'est qu'il ne suffit pas de mettre à disposition des outils accessibles, etc. Il faut l'accompagner par l'exigence. Alors, et ça, c'est extrêmement important. Moi, je viens du monde de l'automobile et je sais que nos delivery centers, on a réussi à devenir performants grâce à l'exigence de grands constructeurs automobiles qui nous donnaient les cahiers de charges et qui nous accompagnaient pour pouvoir délivrer un produit de qualité. Alors, le produit de qualité, c'est quoi? C'est un produit qui ne consomme pas beaucoup d'eau, qui ne consomme pas d'énergie, qui ne pollue pas, c'est-à-dire avec le concept qu'on connaît au Maroc désormais, qui est le crédit, enfin pas le crédit, mais l'indice carbone et la pénalité qu'on paye. Ça veut dire que l'agriculteur doit être accompagné avec la technologie, mais accompagné par quelque part un donneur d'ordre par le consommateur. Nous avons expérimenté un certain nombre de choses et nous sommes arrivés à un constat qui est extrêmement important que je voudrais partager avec vous. C'est qu'en fait, il y a un concept qui n'est pas très développé au Maroc et qui doit l'être davantage, c'est l'agrégation. L'agrégation, c'est-à-dire l'acheteur qui va donner à l'agriculteur, on va dire la commande, avec les intrants, en faisant le préfinancement de la campagne pour acheter cette récolte avec des conditions.
Aujourd'hui, on parle de, c'est-à-dire si on veut exporter, il y a l'indice carbone. Demain, je suis persuadé qu'il y aura la notion de l'indice hydrique, c'est-à-dire le jour où on veut exporter notre production agricole, transformée ou pas, à un moment donné, au niveau des frontières, on va nous demander l'indice hydrique. Ça veut dire qu'on doit avoir une traçabilité de la consommation de l'eau depuis la semence, en passant par les engrais. D'ailleurs, il y a l'OCP qui fait un travail remarquable sur les engrais verts. C'est quelque chose, on ne peut pas demander aux petits agriculteurs qui constituent plus de 90% des agriculteurs marocains d'être conscients de ça. Il faut les accompagner et cet accompagnement, soit il est fait au niveau de l'État, mais je suis un petit peu sceptique sur le rôle de l'État sur cet aspect-là. L'ONCA fait un travail, El Moutimir fait un travail, mais la chose, à mon sens, qui va être la plus efficace, c'est l'agrégateur, c'est-à-dire l'acheteur qui va donner un cahier de charge et exiger de l'agriculteur le respect de ce cahier de charge, et c'est ce qui va tirer le niveau de l'agriculteur vers le haut. Merci beaucoup pour cette excellente suggestion et cette approche marché, je vais dire, à l'adhésion des acteurs de l'écosystème, qui est une approche qui marche puisque c'est les impératifs du marché. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on passe à la salle, à part s'il y a... C'est bon, donc on peut passer, on peut ouvrir. Donc, je vois beaucoup de jeunes parmi nous, peut-être aussi des étudiants, des acteurs également. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez vous lever, vous présenter et poser votre question. Il y a une dame avec le micro. Donc, allez-y, monsieur et madame. D'accord. Oui, bonsoir. Jawad Drissi, je suis conseiller en investissement. Ma question s'adresse à madame Znevar. Bon, je n'ai pas eu le plaisir d'écouter son intervention, mais il est connu que le groupe de madame Znevar est une success story. Elle a, je crois, et maintenant elle couvre plus de 1000 hectares de culture viticole. Ma question s'adresse à elle, donc je voudrais lui demander si elle est prête à entamer un nouveau chantier et aller vers une nouvelle culture très réputée au Maroc. Voilà, c'est tout. Alors, je vous remercie. Le son, malheureusement, n'est pas parfait. Donc, de quelle culture parlez-vous? Vous ne voulez pas vous exposer? Très bien. Non. Alors, je vais quand même vous corriger parce que vous avez parlé de 1000 hectares, n'est-ce pas? Je crois qu'on est bien au-delà et que voilà, on est dans plusieurs secteurs agricoles, à savoir la production de fruits rouges, la production de fruits à noyaux, d'agrumes, d'huile d'olive, enfin d'olive pour faire de l'huile d'olive, ce que nous faisons, puisque nous faisons de la transformation et que nous exportons 60% de notre production à l'étranger. Voilà. Juste pour information. Important. Et je vois qu'il y a des opportunités aussi qui se créent dans cette salle. Donc, allez-y, madame, la deuxième question. Assalamu alaikum. Shema Al-Koufi, project coordinator in the agri-tech field at Green Apple Foundation with Mr. Amin Zarouk. So I would love first to thank all the speakers for their interventions. It's great for you to share with us your time and your expertise. Thank you so much. I have two questions. I would love to start with Mr. Awad about the sense of urgency that you said that we need to create. I would love to just highlight that maybe out of lack of interest, knowledge, and also kind of a little bit of negligence from the normal community, that they don't really feel the urgency of the matter. So isn't it the responsibility of either the expert or the youth or the people of the field to create that urgency? I mean, as long as we create that and we make them believe in that idea, for sure they will start moving. So that's my first question for you, Mr.
And my second question is for Mr. Kennedy. First, thank you so much for sharing with us your expertise. They're on point. And I would just love to highlight that for sure we have a lot of money out there, okay? And so like the point is how to direct it into efficient technology or efficient initiatives. So for sure, this highlights 2 points, like the farmer that want to highlight that technology needs technical expertise, etc., and also the person who will create that technology. So for that to happen, for sure, we need the money, but what we need more is a lot of initiatives out there, but there is not great follow-up. That's why a great supervision is very much needed to create the sustainability. That's why a lot of great projects, we hear about them, they disappear after 6 months, the maximum after they're created, or a little bit in a pile of 2 to 1 year and a half. And the farmer stays there with no sense of neither urgency, neither the right technical or expertise or information to follow up. So I would love to ask you, like, from your expertise, how do you see that coming up? Thank you. I will answer the question about sense of urgency. There is a model by John Kotter. It's called the 8 stages change management model. Stage 1 is establish the sense of urgency. Step 2, establish the coalition. Step 3, develop the strategy, then do the quick wins and so on. When people don't feel, because with COVID, people felt the sense of urgency. People will not go to school anymore, to universities. So the coalition was, the Higher Education Council in Bahrain was phoning me to say, let's do the coalition now, let's work together to solve the problem. So you can see the coalition has happened straight away. What coalition we have now when it comes to water and agriculture? I mean, I can tell you about universities. Hardly any universities talk to each other. Every university do their own business. If you want to solve world problems, you have to work together with government, collective universities, not just on your own. So this sense of urgency, unfortunately, I don't feel it. If it was there, then people would have established a coalition to sort it out. We talk about it as much as we want, but we don't have solutions. Thank you for the question. Excellent question. Thank you very much for that question. You're right. I think that sometimes those who create solutions fall in love with their digital solutions. You know that better. You create an app, you create a technology, and you fall in love with that technology. And you believe you have the best technology to solve the world's problem, but in the market, it tells you something else. What we have learned in the business community and finance community, most especially when it concerns Africa, sub-Saharan, is the consultant model. I mean, it makes no sense to go for a project alone. You have to bring the stakeholders, the different package, the full package. The financier has to be there, the technology has to be there, the farmers has to be there. Once you think multidimensionally, it acts. Let me tell you what we, from the African Business Information Bank, what we discovered. When the crisis in Russia, and the COVID and Russia and so on happened in Europe, the Russians, Ukrainian, and European crisis came up. What we did was, there must be something. We have to find the best financiers in Europe to look at Africa as the best alternative, you understand? And so what we did, we didn't go and look for the best people who can realize projects, because there are so many. We look for those who have money, and we tell them this money will not be productive in Europe. And then we ask them, can you bring those companies, you have worked with them, you can finance them. Can you bring them to partners with the African partners and invest? And it was not the project realization company that looks for the financier. It was the financier that has the money, that tells them, if you invest in Africa, if you go to Africa, we finance you, and then you solve the problem. So it's paradigm shift. Working in Africa, you need to change the complete way of doing things without losing basic economic principle. Efficiency is for everything, but the way you do it and the way you interpret efficiency. So consortium, getting the stakeholders, finding the right mix, and then taking them to do your project is the best. So I think that finding the farmers with the challenges they have
is one thing. Secondly, I want to add with something that, Professor, we need to be thinking. Is solving the problem of water, we need to bring what is called a towing strategy. La stratégie de remorquage. I change in French. La stratégie de remorquage, on a besoin de cette stratégie dans le domaine agricole. On a besoin d'une entreprise qui est très forte, qui peut tirer les autres petites. On ne peut pas prendre une technologie, on peut donner à une petite entreprise qui tire le fort. Ça ne peut pas aller. On cherche l'entreprise qui est plus forte, on lui donne les mécanismes, les solutions, il tire les petites. C'est ce qu'on a fait dans le secteur automobile, on fait dans le secteur aérien, Airbus et tout ça. On met une entreprise qui tire les plus petites et le transfert de technologie. C'est pour ça que je veux demander à Madame, je serais très content, avec toute cette expérience que vous avez faite ici au Maroc, à tous les niveaux, s'il vous plaît, Madame, on a besoin de votre compétence à l'Afrique sous-Sahara. Il y a des milliers d'hectares. On peut vous faciliter de venir avec cette technologie, seulement votre présence. Dès que des petites agricultures passent à côté de vous, je suis sûr qu'il y a un transfert de savoir-faire qui vont passer chez eux. Je serais très content que vous, en tant que les grands agriculteurs qui ont les expériences dans plusieurs domaines, peut devenir les remorquages, pas seulement au Maroc, mais peut devenir le remorquage dans les plusieurs pays africains avec les technologies qu'il a fait. On peut adapter avec les différentes technologies sous-sahariennes, mais au moment qu'on vous met au milieu et vous tirez les différentes petites, je pense que la transformation structurelle économique et la transformation familiale va être développée. Je serais très content si on discute, on revoit comment est-ce que le Maroc, parce qu'il y a une partie de chez nous qu'on doit dire comment le Maroc, avec cette idée, peut arriver, l'Afrique est soif. L'Afrique ne veut plus aller chercher les partenaires étrangers. L'Afrique peut passer avec sa famille Maroc, qu'il est revenu, qui veut tirer l'Afrique, et pardon, venir à l'Afrique centrale, peut-être Cameroun, peut-être Ghana, peut-être Nigeria, et on fait des projets dedans, là-bas, et on peut exporter avec la zone de libre-échange continentale. Pourquoi pas Mali? Mais il faut qu'on est dedans et on commence à transférer des technologies avec des pourcentages dans les sociétés. Ça va nous encourager. Je vous remercie. Alors, je vous remercie, si vous permettez. Je voulais dire, je viens de rentrer d'Abidjan et donc du CEO Forum organisé par Jeune Afrique, l'Africa CEO Forum. Et j'ai eu l'occasion, le privilège de rencontrer la délégation officielle, enfin les représentants officiels du Bénin et du Gabon. Et j'avoue avoir été particulièrement impressionnée par ces jeunes avec un discours très clair, très engagé, très franc, faisant part de dispositions nouvelles qui viennent d'être prises dans ces deux pays-là en particulier, puisque ce sont les deux rendez-vous que j'ai pu organiser lors de mon séjour, et que nous avons des visites qui sont programmées normalement fin septembre, début octobre, on ne sait pas encore, parce qu'il faut aller avec évidemment tous les directeurs des différentes sociétés que nous avons, que ce soit dans l'agriculture, dans l'agro-industrie, dans la transformation, pour parler avec tous les responsables sur place et bien comprendre les mesures incitatives qui sont sur place, et puis identifier aussi, grâce à nos banquiers, puisque que ce soit au Gabon où ce Tijeli Wafa Bank est installé, comme au Bénin où Bank of Africa est installé, pour identifier le bon partenaire. Voilà, je vous remercie. Et puis on aura l'occasion peut-être ce soir au dîner d'en parler. Excellent. Donc c'est une discussion qui se poursuivra. Je ne pourrai pas parler de clôture alors. Je pense que c'est au contraire, ce panel, c'est l'ouverture de plus de synergie, plus d'interaction entre les différents panélistes. Mais je suis très fière de nous en tant que groupe, parce que nous avons fait de cette discussion une conversation riche, passionnée, stimulante et honnête. Et ça, c'est, je pense, une combinaison qui est dans l'air du temps et qui est la seule à répondre aux aspirations de la nouvelle génération et aux exigences de la Terre. Parce qu'à la fin, c'est cela qu'elle nous dicte. L'action, l'urgence
et la sincérité. Donc merci à tous et bonne continuation et bon dîner pour ceux qui nous rejoignent. Merci beaucoup.